Paris, saison 3, c'est votre rendez-vous. À chaque création, nous allons consacrer une émission aux artistes qui viennent et aux compagnies qui viennent ici dans la fabrique artistique de Tarbes. Et pour ce premier rendez-vous, c'est un petit air de Toulouse qui va souffler sur cette émission. Je suis avec Victor, Johan, Marie et Benoît. Bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes la compagnie L'An 01, qui s'installe pour cette première résidence de la saison au Paris, ici à Tarbes. On va d'abord commencer par parler de cette compagnie qui arrive, comme je l'ai dit, de Toulouse. C'est pas votre première création, mais c'est la première fois que vous venez ici au Paris à Tarbes. Peut-être Marie, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de qui est cette compagnie L'An 01. C'est une compagnie qui est née il y a à peu près 2 ans, suite à la création de ADN de Denise Kelly, que Johan a créé en sortant du compagnonnage de Rouen avec des compagnons du compagnonnage. La compagnie est née suite à ADN, en fait, à ce premier spectacle. On a envie de se retrouver entre jeunes au début pour monter un spectacle qui parlait de jeunesse en termes principal. Et de là, on découlait les spectacles suivants et la compagnie autour de cette thématique de la jeunesse, donc de la frontière entre l'enfant et l'adulte, qu'on retrouve dans Tintagile. Et après, on a élargi sur d'autres frontières comme le masculin et le féminin dans XY et moi. Il y a toujours cette dualité dans vos créations. XY, c'est l'homme, la femme, quel rôle. Jeune adulte également dans la première création. C'est voulu, c'est un choix d'être toujours dans cette dualité, dans cette confrontation de deux mondes qui peuvent être séparés. C'est-à-dire qu'en fait, on prend acte d'une construction sociale qui est binaire, elle. C'est ce dont parle souvent Johan, c'est que si nous on choisit de traiter ces questions-là et de renforcer dans l'acte théâtral l'opposition entre deux mondes sur cette création, la vie et la mort, c'est justement parce qu'on se rend compte qu'on a un fonctionnement extrêmement binaire et que c'est ça qu'on a envie de questionner au théâtre. Et comme le théâtre, justement par son dispositif, est binaire, les spectateurs, les acteurs, ce dispositif frontal là qui nous oppose mais qui nous permet de nous rencontrer, c'est un bon endroit pour nous, pour questionner toutes ces binarités-là, toutes ces frontières en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait passer par votre propre compagnie pour pouvoir créer vos propres spectacles. Bah ça c'est un truc qui est à la mode aujourd'hui, c'est qu'il faut une entité qui porte quelque chose, parce que les gens ont besoin de reconnaître une marque, un produit, et les gens comme les institutions. Et donc pour pouvoir travailler avec des partenaires publics comme des théâtres, comme des conseils régionaux, territoriaux et les ministères de la Culture, il faut avoir une entité, et même si à l'intérieur il y a plusieurs personnes qui réfléchissent ou qui co-conçoivent notre évolution, puisqu'elle va au-delà d'un spectacle, on travaille avec beaucoup de médiation aussi autour des spectacles. Chaque fois qu'on intervient quelque part, ce n'est pas seulement pour jouer, mais c'est pour essayer de rencontrer des publics avant, pendant et après la représentation, à travers différentes propositions d'échange et de participation. Mais voilà, à chaque fois, pour porter ça, il faut faire des dossiers. Pour faire des dossiers, il faut un numéro SIRET, donc une structure. Ouais, ça c'est tout le charme de l'administration à la française. Et vous l'avez dit, Johan, c'est aussi l'une des particularités, peut-être des richesses de votre compagnie, c'est cette rencontre régulière avec le public. Vous souhaitez qu'il puisse découvrir les coulisses de la création ou participer à la réflexion même de la création? Même qu'on se questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un espace public aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une rue, qu'est-ce que c'est qu'un lieu qui est censé être public quand il y a des horaires, des contraintes, des obligations et que chaque morceau est vendu et sectorisé et finalement devient privé avec des caméras, avec plein de dispositifs. Et comment du coup aussi l'acte théâtral qui est à la base quelque chose qui est quand même public, en tout cas dans notre cas, c'est payé avec les impôts des gens. Donc comment ça peut se rapproprier par les gens et que nous on n'en fasse pas dans notre coin en utilisant les impôts des gens, dans le noir, mais comment on peut rendre cette expression publique du début jusqu'à la fin. Donc dans son élaboration, son investigation, en allant travailler avec des détenus qui m'ont donné par exemple des idées pour ce spectacle, du coup je me suis dit, tiens, en fait finalement jouer parmi les gens c'est pas si mal que ça peut être intéressant d'être mélangé au public plutôt qu'en face d'eux. Et voilà, donc du coup on réfléchit avec eux sans qu'ils le sachent forcément d'ailleurs, mais autour de nos thématiques, et puis nous ça nous fait rebondir, ça nous donne des idées, ça nous nourrit. Et puis après, pendant les spectacles, on rencontre aussi ces gens-là pour savoir ce qu'ils pensent du spectacle, comment eux le perçoivent, qu'est-ce que c'est que cette reine dans Tintagile pour eux, quelle est cette reine qui nous dévore tous. Et après les spectacles, en les faisant travailler, essayer de jouer, construire des décors, d'écrire des histoires, de différentes manières. Et puis on est persuadé que d'une part il y a la rencontre avec le spectateur pendant le spectacle qui est quand on présente le résultat de notre travail à nous, mais partager le processus, c'est comme ça qu'on fait véritablement rencontrer le théâtre aux gens.
Parce qu'en fait, il faut imaginer tout ce qui se passe dans la tête des gens qui conçoivent les spectacles, tout ça. Et je pense, ça s'est confirmé à chaque fois qu'on a rencontré les gens autour de nos créations, je pense que c'est passionnant pour les gens de découvrir comment un objet artistique se conçoit aussi, quoi. Comment on est fragile, comment on doute, comment on cherche, d'un jour à l'autre, on va trouver quelque chose qu'on a mis des mois à chercher. Et ça, je pense, c'est super trippant de pouvoir suivre une équipe là-dessus, quoi. C'est aussi tout le but de cette émission, puisque dans la durée, on va essayer de voir comment vous en êtes arrivé à cette création qu'on pourra voir au Paris, à Tarbes, pour cette première résidence. Avant de voir un premier extrait du travail que vous allez proposer à partir du mardi 26 septembre sur la scène du Paris, un mot sur Toulouse. Est-ce que toute cette démarche elle est plus simple dans une ville comme Toulouse parce qu'il y a peut-être une population qui est plus accessible, plus nombreuse, plus proche de cette recherche-là, ou est-ce que sur Tarbes, puisque vous avez aussi un peu entamé cette démarche au Paris, à Tarbes, c'est plus simple parce que c'est plus petit et que le bouche à oreille se fait plus facilement? Alors, question longue, réponse. Nous, à la base, on est tous de Toulouse, donc c'était plus simple pour nous de créer la compagnie à Toulouse. Et on a beaucoup de partenaires là-bas. Mais ensuite, c'est vrai que c'est très bien d'avoir ces espaces de réflexion. Et là, ça fait un mois qu'on est à Tarbes. Et qui sont peut-être dans des plus petites villes. Avant aussi, on était à Rodez, qui nous accompagne beaucoup, même depuis quelques temps. Et ça nous coupe aussi un peu de notre univers familier. Et c'est vraiment des bulles pour nous pour pouvoir créer, se concentrer et être entre nous aussi, parce que chaque fois on a accueilli, les théâtres nous accueillent dans des gîtes où voilà, on a une vraie vie de compagnie et on se retrouve vraiment dans ces moments-là. Et ça c'est important pour nous et on l'a moins à Toulouse. Parce que c'est vrai, quand on regarde la liste des coproducteurs de ce spectacle, je vais la donner rapidement, et ça ne sera pas exhaustif, mais ça permettra aussi de les remercier pour leur soutien. Il y a le Théâtre Sorano à Toulouse, où vous serez au mois de novembre pour présenter également cette mort de Tintagil dont on va parler dans quelques instants. Il y a la MJC de Rodez, il y a le collectif Enjeu, je vois Alès Agglomération, Nîmes, le Théâtre Angarigue à Port-la-Nouvelle, c'est dans l'Aude, la Bulle Bleue à Montpellier, le Théâtre de l'Usine à Saint-Céré, le Théâtre du Grand Rang et la Grainerie en Haute-Garonne. Il y a aussi un vrai rayonnement dans cette nouvelle région Occitanie que vous avez visiblement conquis, ou en tout cas que vous occupez largement. Ouais, c'est des rencontres. Ils sont venus voir ADN au Mazad au tout début, parce que Pascal Papini a dit bah allez-y, jouez à Toulouse pour qu'enfin on vous voit, parce qu'on voulait nous voir. Et de là, tout s'est découlé suite à une rencontre, à une autre. Il y avait des gens de l'Aveyron qui étaient là et on était très dans la banlieue de Rodez avec des jeunes autour d'un projet de participation, de création collective. Et de fil en aiguille, ça rebondit. Bruno Houlet est passé par là aussi de Rodez. Et c'est des choses qui se tissent, mais plus dans ce que je dis, dans la durée, quoi. Comment aussi un organisme public comme une institution n'est pas pris comme un guichet, mais comme quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on co-construit aussi le projet, que ce soit le conseil départemental de l'Aveyron, que ce soit la DRAC à Toulouse, le ministère de la Culture. Comment dans la durée on écrit un projet avec eux, de travailler que ce soit avec des détenus, avec des jeunes en IME, comment on tisse quelque chose, une relation et un lien, quoi, qui va plus loin que juste la prestation de service. Voilà, vous ne pas prendre les collectivités pour un guichet, ça c'est aussi une bonne politique, c'est un avis personnel. Voilà. On va regarder un extrait des répétitions, je le précise, des répétitions qui sont en cours actuellement avant la première représentation, je vais y arriver, qui aura lieu le mardi 26 septembre dès 20h30. Voyez ses yeux, on voit le bleu, il va parler. Elles ont dû tomber, elles n'ont pas osé. Embrasse-nous, embrasse-nous, je te dis, embrasse-nous, tous, jusqu'au fond de notre âme. Voilà un extrait de La mort de Tintagil que vous pourrez voir dès le mardi 26 septembre à 20h30. C'est l'avant-première, c'est un tarif à 5 €. Pensez à réserver parce que c'est souvent un jour où il y a beaucoup de monde. Il y en aura aussi le mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 septembre. Tous ces horaires à 20h30, sauf le mercredi, c'est un nouvel horaire, un nouvel essai que fait le Paris. Ce sera à 19h, attention. Et puis le dimanche 1er octobre, ce sera déjà la dernière.
ça sera dans une grosse semaine, ça sera à 16h, l'entrée à 12 €, il y a des passes, des tarifs réduits pour les groupes, etc. Vous contactez le Paris pour avoir toutes ces infos pratiques. La mort de Tintagil, on va en parler. C'est d'abord un texte de Maurice Maeterlinck. Comment et qui l'a découvert, l'a lu et a eu envie de le mettre en scène? Julie Mouchel à la base, une copine de ADN qui en devait monter la compagnie et qui m'a fait lire ce bouquin pendant qu'on montait ADN parce que c'était un autre enfant sacrifié comme dans ADN et qui m'a dit putain il faut que tu lises ça et c'est une autre langue. Alors, on est dans le conte ce coup-ci, on n'est plus dans le fait divers, mais lis et ça devrait te parler effectivement. Je l'ai lu quand j'ai eu le temps, 6 mois après quoi. Et ouais, j'ai eu quelques temps à m'en remettre. J'étais un peu estomaqué sur le moment parce que c'est une sorte de grande ligne droite qui se coupe d'un coup à la fin. Et voilà, on a eu envie encore de parler du sacrifice de l'enfant et de pourquoi on abdique les choses, pourquoi on renonce au lieu d'essayer de poursuivre des utopies, parce que souvent beaucoup de gens ont tendance à critiquer, ou dans nos parents, nos générations précédentes, ou autour de nous, de dire ah vous êtes utopiste, et comme si du coup c'était fantaisiste et ça ne voulait rien dire, quoi. Alors qu'utopiste c'est bien être chasseur d'utopies mais pour les ramener sur Terre, quoi. Pas juste pour s'envoler en l'air et puis rester là-haut, quoi. C'est de redescendre. Donc, du coup on essaye d'amener des zones concrètes, quoi, sur scène, hors de la scène, dans la rue, de faire des rencontres fortes et d'essayer de se questionner qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, qu'une femme, qu'un homme, enfin à chaque fois, d'où la compagnie d'ailleurs dans 01, c'est faire un pas de côté et réfléchir. Le film de Jacques Doyon et la BD de GB, et c'est comment on peut questionner tout ce qu'on a plutôt que de le prendre comme acquis, de se dire ah bah c'est comme ça et puis ça ne changera rien. Si aujourd'hui les femmes peuvent voter, bah, c'est bien grâce à nos grands-mères et grâce à toutes ces femmes-là qui se sont battues, qui ont milité. Donc, D'accord, est-ce que c'est une bonne chose après ça? C'est une autre question, c'est une blague. Le pitch, comme on dit dans les grands médias, de cette pièce, La mort de Tintagil, ça ressemble à un conte pour enfants, puisque c'est l'histoire d'un enfant qui va revenir dans son royaume pour succéder, pour devenir c'est l'héritier du trône, sauf que la méchante c'est pas la belle-mère cette fois-ci, c'est sa maman, et il va être aidé par ses deux sœurs. sa grand-mère. Comment de cette histoire qui paraît simple, quand je dis ça, vous en avez vu quelque chose où il y avait besoin comme ça de se questionner? Ce que je n'ai pas dit, c'est que la reine elle veut tuer l'héritier pour conserver le pouvoir. Ça, c'est un peu parfois notre société, même moderne. D'une part, la spécificité de ce texte-là, c'est que c'est un texte symboliste, et que le symbolisme dans le théâtre, donc à la fin du 19e siècle, c'est une volonté comme ça de mettre le lecteur ou le spectateur dans un état de dialogue avec la pièce. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que le spectateur, il est seul dans sa rencontre avec la pièce, et qu'il va devoir faire tout un parcours mental comme ça. Et ce texte, par les silences qu'il impose, par la langue et le lyrisme qu'il comprend, demande au spectateur un vrai investissement dans la mesure où il va être seul face à ça et il va devoir se raconter l'histoire en même temps qu'elle se raconte à lui. Et c'est pour ça que dans tout le dispositif de mise en scène que Johan a inventé, il a voulu que ce soit un grand univers, comme une bulle immersive, comme ça, dans lequel le spectateur et la spectatrice seront plongés et pourront se raconter et vivre leur expérience personnelle et sensible. Oui, c'est pas du théâtre, je veux dire, classique, où il y a des acteurs sur la scène, des spectateurs dans la salle, et on vient voir ou écouter, regarder s'agiter une belle histoire, ou une histoire plus sombre devant les yeux. C'est plus que ça. C'est un spectacle où il n'y a rien à voir en fait. C'est pas un spectacle de représentation, c'est un spectacle de perception plutôt. Et donc la chose n'est pas tant à... Il y a plus à prendre qu'à voir. Ouais, exactement. C'est ça. Et pour donc répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la nécessité de ce texte, c'est que donc par ces silences-là, par la relation que le spectateur va avoir avec l'univers qui lui est proposé, évidemment que ça déborde très largement de cette histoire qui peut paraître simple, voire simpliste. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et donc, déjà, quand on a commencé à travailler avec l'équipe, on avait un point de vue très différent sur qui était cette reine noire, sur qui était Tintagil, qu'est-ce qu'il venait faire là. Et là, dans ces cas-là, déjà le choix du texte, vous l'avez lu, il vous a plu. Comment ça? Est-ce que c'est une compagnie où il y a quelqu'un qui décide, ou est-ce que c'est un vrai collectif où vous avez discuté ce que vous disiez, Victor, sur la vision différente de cette reine? Comment on arrive à se mettre d'accord si, pour des mêmes mots, on a un regard qui peut être différent ou
là-dessus, divergents, peut-être. Je commence et Yoann, tu complètes. Nous, on suit vraiment la vision de Yoann. C'est-à-dire que c'est lui qui va animer. On parle souvent de la compagnie comme d'un navire, pirate, si possible. Et Yoann est évidemment le capitaine, mais le capitaine sur le navire pirate, il est élu par l'ensemble de l'équipage et il ne continue à exercer son pouvoir que tant qu'il est élu. Donc effectivement, on a un fonctionnement collectif à partir du moment où on choisit que ce soit Yoann qui porte cette flamme-là, mais nous on défend la flamme de Yoann, on défend la vision qu'il a eue sur ce texte-là, on défend la direction artistique qu'il donne à la compagnie, et on se met au service de ça. Donc oui, c'est... Ce que je dois, c'est que je dois chaque jour gagner leur confiance et leur faveur pour qu'ils continuent à travailler pour moi et avec moi. Par toutes les ruses et stratégies. Mais l'idée, c'est que de toute façon, comme moi, je pense, et comme tout le monde, ils sont tous habités aussi par une sorte d'angoisse. Et c'est pas quelque chose de péjoratif. Le mot angoisse, c'est un mot qui a été créé par l'homme, donc il en a besoin de ce mot. Avancer, ouais. Et c'est le deuxième titre de la pièce, La mort de Tintagil, c'est où la reine invisible qui règne en nous-mêmes. Et on a tous quelque part une reine invisible qui règne en nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qui nous empêche des fois de nous réaliser, de nous développer à outrance? Qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous contraint, qu'est-ce qui nous emprisonne, qu'est-ce qui nous... Pour certains, c'est la mort, d'où le titre le plus évident, La mort de Tintagil, la mort physique, qui est forcément, on ne peut pas aller plus loin, en tout cas dans nos perceptions et connaissances actuelles. Mais après, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être les parents, ça peut être l'éducation, ça peut être le pays dans lequel on est en termes de conflit, ça peut être l'économie, ça peut être la capacité, la capacité des individus face à une situation et dans un contexte social défini, quoi. Et c'est tous ces empêchements-là qui retiennent l'individu et qui peuvent se répandre en lui, le propager et l'empêcher d'arriver à faire une grande école ou le fait qu'on ait aujourd'hui d'ailleurs aucun black ou asiatique dans le théâtre en France quasiment. On va regarder un second extrait de la pièce, donc La mort de Tintagil, que vous pouvez voir à partir du 26 septembre sur la scène du Paris, et en novembre prochain, ce sera également au théâtre Sorano à Toulouse. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Alors on regarde l'extrait. Voilà un extrait des répétitions du travail de création qui se fait autour de cette mort de Tintagil. Vous le disiez, Marie, ça fait un mois que vous êtes ici. Le travail de création s'est poursuivi puisqu'il avait été un peu amorcé avant. Alors Benoît, c'est l'homme le plus discret au bout du canapé, mais c'est peut-être aussi parce que c'est l'homme de la musique. En général, la musique, elle est discrète mais présente. Comment on crée un univers musical pour une pièce de théâtre aussi différente que le théâtre comme on peut le connaître de façon classique? Moi je dirais plutôt que c'est une lecture entre plusieurs lignes. Et donc quand vous avez une lecture entre plusieurs lignes, il faut que les choses s'entremêlent. Mais c'est pas que le son, c'est aussi le jeu, les intentions, la lumière, la scénographie. Et toutes ces formes-là, en fait, elles doivent dialoguer entre elles pour ajouter des couches de signification. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose qui est très important, c'est par exemple les formes allégoriques qui pouvaient exister auparavant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait de la censure, et que passer par une forme allégorique, ça permettait de donner du sens en contournant la censure. C'est ce qui s'est passé par exemple sur tout le cinéma nouveau brésilien, et ça permettait en fait de faire voyager les œuvres à l'étranger et de donner du sens. Et pour moi, le désir de mise en scène de Yoann et de la compagnie, c'était donner du sens au travers d'un texte qui pouvait paraître simple, qui peut se lire très rapidement parce qu'il est assez court. Et c'était comment donner plus de profondeur et offrir en fait au spectateur une expérience individuelle d'immersion où on est plongé en fait dans une sorte d'état de subconscient où on ne sait pas trop si on est là, si on n'est pas là. Des fois on est rattrapé, on a des histoires personnelles qui doivent nous rattraper, nous faire ramener à la scène, à la pièce. Et pour moi l'univers à créer, il doit contenir tout ça. C'est le fil sur lequel le
spectateurs vont pouvoir aussi se raccrocher peut-être, parce que vous avez parlé plusieurs fois de cette immersion. Alors sans tout dévoiler, comment concrètement ça peut se passer? C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer, on va pas être tranquillement en train de chercher sa place dans les fauteuils, on va être déjà embarqué. On va essayer de nettoyer. Et d'apaiser donc nos perceptions et nos sens qui sont sursollicités. Je ne sais plus combien on mange de mots par jour, malgré nous, dans la rue, tout ça, on lit des mots qu'on ne pourrait pas forcément lire dans des pubs, des trucs, et je ne sais plus, mais c'est en centaines de mots par jour qu'on lit malgré nous. Et là, l'idée, c'est vraiment de partir du noir et du silence. Et comment, à partir de là, on peut voir apparaître quelque chose. Mais comme la persistance rétinienne, comme la nuit, si on regarde le ciel longtemps, et tout d'un coup on voit de plus en plus d'étoiles. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter de voir plein d'étoiles plutôt qu'une? Qu'est-ce que si on observe la Lune, qu'on voit ses monts et ses cratères, et qu'on comprend qu'on n'est peut-être pas seul, qu'il y a tout ça, que ça tourne, que ça bouge. Enfin bon, ça c'était l'histoire de Galilée. Mais du coup la nôtre c'est ça, comment on peut, face à notre société et à toutes ces choses-là, à un moment donné, se calmer et essayer de voir au-delà des apparences, au-delà des préjugés, pour plonger pleinement et être en vibration avec cette société et je sais pas, trouver sa place, trouver sa voie ou pas. Enfin, mais ouais, partir du noir, du silence. Moi j'ai été voir Soulage pendant des heures face à ces tableaux, et après une fois que tu restes devant Soulage pendant 1 heure sur un tableau et que tu vas dans une autre salle où tu as plein de couleurs, ça t'explose les yeux quoi. Et en même temps c'est hyper excitant du coup, mais c'est intéressant de varier je pense les sollicitations. Ce qui est important par rapport à la mise en silence et de recréer un espace, c'est que du coup les moindres choses qui est apportée, elles doivent contenir un sens, et s'il y en a une qui se rajoute à elle, il faut qu'elle soit corrélée, qu'elle soit jamais redondante. Qu'à chaque fois il y a un nouveau sens qui soit créé, et ça je pense que c'est très important dans le contexte de société actuelle où on est vraiment entouré d'effets de communication qui au final annulent complètement le sens qu'on devrait avoir par rapport à ce qui nous entoure, notre environnement, notre relation aux gens. Et là c'est en fait une sorte de remise à plat et de repenser comment on crée une histoire ou comment la raconter à partir de matériaux qu'on va petit à petit rajouter par petites touches. Et à des moments, on va aussi laisser le spectateur, on va lui laisser le temps pour qu'il puisse s'immerger dans ça, et puis vraiment se photographier les images, et puis petit à petit continuer à tricoter une histoire. C'est un peu comme des pelotes de laine en fait, où vous tirez des fils, et à des moments vous tirez des fils qui sont très disjoints, et à un moment donné, pouf, ils se rejoignent. Mais tout de suite après, ils peuvent repartir vers d'autres sens. Et en fait, à la fin, vous allez retrouver avec plein de pelotes de laine qui seront dans votre tête et à la fois autour de vous dans la pièce. C'est vraiment presque en contradiction avec notre société actuelle où c'est l'ère ce qu'on vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le buzz, c'est-à-dire le bruit dans son sens littéral, le mouvement, toujours quelque chose, même s'il ne se passe rien, de faire croire qu'il se passe quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose, donc de rester attentif. Comment, quand on est acteur, on arrive, Victor, à se mettre dans cette situation-là où il faut quelque part laisser aussi le temps au spectateur d'être dans sa propre histoire tout en lui racontant une histoire, puisque c'est quand même le but même du rôle d'un comédien. En fait, il faut résister à l'efficacité globalement dans ce spectacle, que ce soit Johan à la mise en scène, Benoît à la musique ou Cyril et Nico avec les lumières. Tout le monde a résisté à l'efficacité. Et comme on a une jeune compagnie en plus, je pense que l'air de rien, on a l'habitude d'attendre les jeunes compagnies là-dessus. Des spectacles très efficaces, ça court partout, ils sont jeunes, ils sont véloces, ils sont bons. Et nous, on a un peu résisté à ça, et je crois que pour l'acteur, du coup, il déroge pas à la règle. Ce qu'écrivaient les symbolistes à la fin du 19e siècle sur les acteurs, je fais une petite transgression là-dessus. La mort de Tintagiles s'est compris dans un recueil qui s'appelle 3 petits drames pour marionnettes, si je ne me trompe pas. Ce qui était un peu une provocation pour Maeterlinck de dire, en fait, les acteurs, quand ils jouent, ils ramènent le poème à eux et ça perd en humanité. Parce qu'on voit trop les acteurs d'un coup. Ils ont besoin qu'on les voie, ils existent parce que le public les voit. Et donc en fait, il faudrait faire disparaître les acteurs, on va faire jouer des marionnettes parce que les marionnettes, elles, au moins, elles permettent la transmission du poème. Et quelque part, nous, quand on travaille dans ce spectacle, oui, ça demande une grande humilité de l'acteur, mais de toute façon, je crois que sur des formes textuelles, comme ça, textocentrées, il faut être à cet endroit-là d'humilité, de porter le texte et de ne pas montrer qu'on a compris le texte, de ne pas jouer les inflexions de la voix et de respecter la respiration de ce texte, sa ponctuation et comment on va au bout de cette phrase et que simplement on l'a dit, comment il y a une sensualité dans la langue, parce que c'est une langue magnifique, Maeterlinck. Et que du coup c'est ça qu'il faut respecter et pas oui se montrer et pas se montrer caracolant, cabriolant
et sautant partout. Non, c'est sûr. Ouais. Et puis c'est peut-être plus reposant aussi, ce qui peut être pratique. De décentrer la focalisation de l'acteur, ça revient à vouloir supprimer l'icône et qui serait un dogme quoi, au théâtre. D'un coup, l'acteur est placé tout en haut de la hiérarchie ou de la pyramide des artistes et techniciens qui travaillent, parce que d'ailleurs lui c'est l'artiste et d'autres sont les techniciens. Et les dogmes qui régissent notre société depuis la nuit des temps, entre l'Église qui a hiérarchisé et monétisé les relations entre les vivants et les morts, comme en parle Baudrillard, et tous ces dogmes qu'on a avec l'économie aujourd'hui, avec la science qu'on a eu, le positivisme avec Auguste Comte un peu avant, où à chaque fois on pense que ça va sauver le monde comme s'il y avait une seule chose, alors que de plus en plus dans notre société aujourd'hui on se rend compte que c'est par en bas, que c'est par plein de réseaux qui se mettent en place dans des villes, dans des villages, avec des monnaies, avec des langues, avec des cultures partagées, plutôt que par tout en haut que vient la solution peut-être, et peut-être qu'un président comme un dieu n'est peut-être pas la solution à une communauté ou à une société, quoi. Tout cela fera partie de votre vision, de votre réflexion et de vos sensations lors de la mort de Tintagel, comme vous pourrez voir. Tintagel, j'ai bien dit avec l'accent. Tintagel, c'est ça. J'ai des vieux Roland de Camelot qui viennent C'est complètement lié. Et voilà, donc vous viendrez voir ça à partir du mardi 26 septembre ici à Tarbes, au Paris, 26 septembre à 20h30. Le mercredi 27, attention, je le répète, un nouvel horaire 19h. Jeudi, vendredi, samedi à 20h30 et le dimanche 1er octobre à 16h, 12 € l'entrée. La compagnie L'An 01. On cite les autres acteurs en plus de vous, Victor Ginicis. Il y a Martine Amis, Catherine Beylin, Georges Bézambe et Julien Pérez. Voilà. Puisque vous pourrez aussi les découvrir sur scène, bien sûr tous les techniciens. Moi j'en profite pour remercier ceux du Paris et de Tarbes en scène qui nous ont permis de réaliser votre travail de création, qui travaille effectivement à vos côtés tout au long de l'année, et puis qui nous ont permis aussi de faire cette émission ici dans la salle de la Luciole. Merci beaucoup. Merci. Et puis je vous dis merde pour la suite. On viendra voir cette résidence, et puis également je rappelle au théâtre Sorano à Toulouse au mois de novembre. À très vite. Merci. Merci beaucoup.